le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir de l'espoir quand tout fout le camp. Et c'est la deuxième présentation pour la sortie de mon livre « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Et un des axes du livre, c'est d'essayer de repenser l'espoir. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire de penser l'espoir. Au fond, on a un peu perdu la clé du sens de l'espoir. Et c'est important de parler de l'espoir parce que aujourd'hui, c'est assez plombant, la situation. On nous parle de la crise, on donne des chiffres, on parle de la catastrophe écologique, on parle de la violence, et on a l'impression qu'il faut qu'on soit de plus en plus plombé. Et je voudrais essayer de montrer qu'on ne peut pas vivre sans avoir la perspective de l'espoir. On ne peut pas juste en rester au fait que tout va mal. Mais c'est ça qu'il faut articuler. Avoir de l'espoir, ça ne veut pas dire de ne pas voir ce qui va mal. Ça ne veut pas dire nier du tout la dimension tragique de l'existence. Et au fond, notre monde n'arrive pas. Soit on nie la dimension tragique, soit on s'enfonce dans la dimension tragique. Et la question centrale, qui au fond c'est ça être serein, c'est ni nier la dimension tragique, ni y succomber. Et pour mettre les pieds dans le plat, pour comprendre l'espoir, je trouve que cette anecdote qu'on raconte est peut-être une des plus éclairantes pour comprendre l'espoir. On demandait à Luther qu'est-ce qu'il ferait si demain était la fin du monde. Et la réponse de Luther, qui est très déconcertante, c'est « je planterai un pommier ». Et je voudrais essayer de méditer cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain c'est la fin du monde, je planterai un pommier. Du point de vue actuel, habituel, du point de vue, on pourrait dire, gestionnaire, dominant actuellement, c'est idiot. Si demain c'est la fin du monde, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait planter un arbre fruitier, c'est ridicule, le temps qu'il pousse, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il vaudrait mieux, je ne sais pas, s'éclater puisque c'est la fin du monde demain. Ou s'effondrer puisque c'est la fin du monde demain. Et là, ce que dit Luther est désarmant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'espoir. On plante un arbre, pas parce qu'on est sûr qu'il va fleurir. Parce que nous, dès qu'on parle d'espoir, dès qu'on dit espoir, oui, mais comment je peux avoir de l'espoir vu la situation actuelle? On voudrait des garanties que demain est bien. Donc on voudrait que l'espoir soit une garantie que demain ça va s'arranger. Mais ça, c'est pas de l'espoir, c'est de la, comment on pourrait dire, de la prospective. Mais là, l'espoir, c'est pas la prospective, c'est une ouverture. Il dit Lévinas, qui est vraiment philosophe, donc c'est vraiment des phrases de philosophe, mais c'est très beau. Une attente sans viser l'attendu. Ne décrochez pas. Attente sans viser l'attendu, c'est-à-dire une attente qui ne vise pas un but certain, mais qui reste attente, qui reste ouvert. Et donc c'est ça une des premières choses que fait Luther, c'est en plantant un pommier, il reste ouvert. C'est peut-être la fin du monde, mais est-ce qu'on est déjà sûr? Je reste ouvert. Ça, c'est un premier acte de l'espoir. Et la deuxième chose, qui est encore plus frappante, c'est je fais, en plantant un pommier, la chose la plus belle que peut faire un être humain.
je fais quelque chose qui va donner des fruits. Et au fond, quelle que soit la situation, qu'est-ce que je peux faire qui préserve le plus beau de mon humanité? Et c'est ça l'espoir. Et c'est difficile à penser, puisque ça, vous voyez, il y a un truc qui échappe. C'est pas logique, encore, et particulièrement pour nous. Et c'est pas logique parce que nous vivons un temps, enfin depuis longtemps du reste déjà, l'espoir a très mauvaise presse. En philosophie, la plupart des philosophes, à partir particulièrement de Spinoza, considèrent que l'espoir, c'est, comme dit Spinoza, un affect qui soustrait l'homme à sa puissance d'être et de penser en le soumettant à l'emprise de l'imagination. Donc pour Spinoza, et comme pour au fond beaucoup de philosophes, et au fond pour notre monde, l'espoir, c'est délirant, puisque je ne suis plus dans la calculabilité probable du réel, mais dans quelque chose qui échappe, dans une ouverture sans raison, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une confiance à ce qui est le plus précieux de mon humanité, qui dépasse l'ordre, disons, calculable. Et ça a l'air très très logique, ce que dit Spinoza. Mais moi, en réfléchissant à ces questions, je me suis dit, mais au fond, moi je veux bien ce que dit Spinoza, je veux bien ce que disent, disons, les philosophes et aujourd'hui les gestionnaires, qu'au fond, nous sommes censés prévoir, comprendre, ordonner la raison. Mais franchement, est-ce que vous réussiriez à vous lever demain matin si vous n'aviez pas l'espoir que quelque chose se passe, qu'on ne sait pas? Est-ce que la vie peut se résoudre à ce qu'on peut prévoir, à ce qu'on peut calculer, à ce qui est juste logique? Est-ce que quand on se lève le matin, il n'y a pas une sorte d'ouverture, comme celle de Luther? On plante son pommier. On fait quelque chose qui peut donner des fruits. Et encore plus quand on est au fond du trou, quand on vit une situation difficile, quand la mer se retire et qu'il n'y a plus que les rochers sur la rive. Comment faire le pas suivant? Comment ne pas se décourager s'il n'y a pas cet espoir? C'est-à-dire, vous voyez, l'espoir, c'est quasiment une sorte de force de vie plus profonde que si je vais à un rendez-vous, je sais pas, un entretien d'embauche et que j'ai pas l'espoir, pas une prévision, mais l'espoir. Comment je peux réussir à être présent à la rencontre, à ouvrir quelque chose? Donc, comment on ne va pas être démuni et perdre l'allant nécessaire? Donc, l'espoir, c'est au fond maintenir du possible et sentir que la vie a besoin du possible, de possible. Évidemment, donc ça c'est un premier problème, donc, qui fait qu'on a perdu contact avec l'espoir. C'est qu'on a inventé, les philosophes, certains philosophes ont inventé une sorte d'abstraction de ce que serait l'existence humaine qui est complètement abstraite. Parce que franchement, je vous dis, je ne vois pas comment on peut se lever le matin si on n'a pas d'espoir. Et c'est très abstrait. Du reste, c'est une des choses qui m'étonne beaucoup, c'est le succès de la pensée de Spinoza, qui est tellement une pensée dans son langage géométrique, tellement abstraite, que je suis très déconcerté. J'ai l'impression que les gens n'ont jamais ouvert une page de l'éthique de Spinoza. Enfin, c'est une autre question. Le deuxième problème, c'est que l'espoir est confondu avec un rêve, une rêverie, une sorte de consolation infantile. Donc au fond, la vie serait dure, donc on rêve que quelque chose va se passer plus tard parce qu'on n'entre pas en rapport au réel. Je rêve que j'ai un boulot. Je reste chez moi dans mon lit, mais je rêve que quelque chose va se passer. Je rêve que je vais gagner au loto.
je rêve que mes problèmes vont disparaître. Ça, c'est pas du tout l'espoir. L'espoir n'est pas le rêve abstrait, éthéré, une fuite en avant, mais l'espoir est un engagement. Vous voyez, il y a un engagement résolu à faire être quelque chose dans l'exemple que donne Luther. C'est pas l'espoir, c'est pas quelque chose va se passer. C'est un engagement extrêmement profond. Et donc l'espoir, mais c'est quasiment l'antidote, et même l'antipode de la rêverie niaise auquel on l'identifie. Parce que la rêverie niaise, c'est une sorte de fantasmagorie qui nous empêche de voir le possible. L'espoir, c'est ouvrir un rapport au possible. Le possible n'est pas certain, mais il est possible. Donc, ça, c'est très... J'aime beaucoup l'histoire d'Ansel et Gretel. Vous connaissez, Ansel et Gretel sont tout seuls, abandonnés dans la forêt. C'est hyper angoissant. Donc ça, c'est un peu chacun d'entre nous quand c'est difficile. Et ils voient une maison en pain d'épices. Et ils croient que c'est formidable. Donc ils bouffent le pain d'épices. Il y a peut-être des bonbons, il y a des sucreries. Donc ils bouffent tout ça. Ils ont l'air très, très, très contents. Ça, c'est... dans notre monde, il faut être positif. Alors, ils sont très positifs. Ils mangent. Et la sorcière les kidnappe, les prend dans sa maison, et c'est elle qui va les bouffer. C'est un peu ça qui nous arrive aujourd'hui. À force de vouloir nous dire soyez positifs, on perd tout rapport au réel. Et alors là, si Ansel et Gretel avaient été voir les conseillers dans ce qui est devenu la méditation, leur sort est fait, ils sont cuits. Parce que si aujourd'hui la méditation, on leur dirait soyez calmes, soyez zen, et ils vont être bouffés par la sorcière. Parce que là, mais moi je ne crois pas du tout que ça devrait être ça, la méditation. Je pense que ça devrait au contraire les rendre extrêmement alertes et sortir de la positivité et commencer à se rendre compte que là, ils sont dans de sales draps. Et que là, si ça continue, ça va mal se passer pour eux. Et je leur souhaite, Ansel et Gretel, d'être un peu angoissés. Et là, je crois beaucoup plus dans la vertu de l'angoisse que dans la vertu de je ne sais pas quoi. Très important, parce que la sérénité que doivent manifester Ansel et Gretel, c'est d'être suffisamment angoissés pour se dire que là, il y a un problème. Et à ce moment-là, Gretel, elle commence à dire mon frère, là, il est encore un peu borné, il continue à bouffer, il commence à s'engraisser, ça continue, ça va mal finir, donc elle lui donne un petit bout de poulet. Comme la sorcière est aveugle, elle lui demande comment tu grossis, il montre le bout de poulet, et elle croit qu'il est toujours aussi maigre. Donc ça, c'est le premier élément de regarder un peu le réel, de sortir de soi. Et oui, elle n'est pas certaine qu'elle va s'en sortir, mais l'espoir, c'est qu'elle ouvre le possible en sortant de la positivité niaise de « soyez zen ». Et puis, un moment, la sorcière veut préparer le four pour faire cuire le petit frère. Et là, il n'y a aucune certitude de rien, vous voyez. Heureusement qu'elle n'a pas elle n'a pas demandé aux experts de faire du prévisionnel de ce qu'elle va faire, parce que là, elle serait coincée. Elle serait désespérée. Heureusement qu'il ne faut surtout pas écouter, il faut agir. Donc il faut être disposé, il faut être alerte. Et elle saisit le moment où elle pousse la sorcière, elle ferme le four, et c'est la sorcière qui brûle dans le four, et ils se tirent, les deux enfants. Voilà, c'est ça l'espoir.
C'est garder c'est parier pour le futur, c'est maintenir la catégorie du possible, c'est reconnaître que tout n'est pas sûr et certain, que rien n'est jamais sûr et certain. Donc c'est ça l'espoir, c'est on travaille pour demain, on fait quelque chose pour plus tard, sans savoir avec certitude ce qui va se passer. Et c'est vraiment, on bute dessus. Chaque fois que je parle de l'espoir, on me dit oui d'accord, mais est-ce que je peux être sûr? Oui, mais justement, l'espoir nous libère de la catégorie, si je peux parler un peu ce mot un peu technique, de la catégorie de la certitude et de la prévision. Elle nous fait rentrer dans un autre ordre. Et cet autre ordre, c'est un ordre profondément humain. Et enlever cet autre ordre, c'est sacrifier quelque chose de notre humanité. C'est pour ça que Nietzsche, dans sa manière à lui de le dire, il disait « Tu ne peux pas espérer si tu ne cherches pas l'inespéré », qui est une extraordinaire manière de le dire. Comme quoi, il y a des philosophes qui sont quand même justes. Là, Nietzsche, c'est quand même beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus juste que Spinoza. Tu ne peux pas espérer si tu ne cherches pas l'inespéré. Tu ne peux pas espérer si tu ne cherches pas l'inespéré. Et au fond, être un être humain, c'est maintenir la dimension de l'espérance, de l'espoir, qui est quelque chose qui fait que vous allez toujours plus loin. Il dit il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but, il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Hélas, le temps approche où l'homme ne lancera plus par-delà l'homme la flèche de son désir, où la corde de son arc ne saura plus vibrer. Je vous le dis, il faut encore porter en soi le chaos pour être capable d'enfanter une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. C'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but, il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Vous voyez ? Vous allez par-delà vous-même. Vous ne vous limitez pas à vous-même. C'est ça que fait... c'est ça l'espoir, ça que fait, au fond, Luther. En plantant un pommier, il va au-delà de lui-même. Il va au-delà de l'immédiateté de ce qu'on lui annonçait, la fin du monde. Il va au-delà. Et il lance la flèche de son désir. La corde de son arc vibre encore. Et être humain, c'est ça. Donc l'espoir est là... quand on commence à comprendre ça, il y a un basculement très radical. C'est-à-dire, l'espoir, c'est pas que l'espoir, demain, tout aille bien. Mais c'est que quelque chose se maintient de ma dignité d'être humain, au plus profond. Et en plus, c'est très beau. Il faut porter en soi le chaos pour être capable d'enfanter une étoile dansante. Voyez ? Donc, c'est pas, vous n'allez pas fabriquer une étoile. C'est vous soutenez quelque chose du chaos qui va faire que l'étoile arrive. Et donc, c'est ça c'est cette intégration profonde de ce qui semble douloureux et difficile, ce que j'appelais précédemment « j'espère qu'Ansel et Gretel sont angoissés », qui donne la possibilité que quelque chose surgisse qui était inattendu. Et Edgar Morin a souvent parlé de ça, en essayant souvent en disant qu'une des raisons, mais déjà, voyez, il essaie de donner des raisons d'espérer. Fondamentalement, le mieux, c'est d'espérer sans raison. Parce que c'est... mais oui, c'est un peu trop philosophique, mais c'est une catégorie primordiale de l'être humain, d'espérer. C'est par là qu'on est humain. Alors, Edgar Morin, mais ça peut aider si on a un peu de mal. Edgar Morin, lui, il dit, il y a toujours de l'inattendu. On ne peut jamais être sûr de rien absolument. Et il donne cet exemple qui est très beau, qu'il a vécu lui-même. Personne ne pouvait penser, en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, que Hitler allait arriver au port de Leningrad et de Moscou et allait s'embourber, et puis que Pearl Harbor allait avoir lieu. Il y a un renversement qui était absolument inattendu. Tout allait... Les armées d'Hitler semblaient vaincre la Russie, et il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Et donc, il y a toujours... c'est très juste ce que dit Edgar Morin, il y a toujours de l'inattendu. Nos calculs sont toujours, par définition, restreints. Il y a quelque chose qui échappe toujours au calcul. Et
c'est très, et donc il y a toujours des raisons d'espérer. Mais, comme je l'ai dit, c'est éclairant et ça obscurcit quand même un peu le phénomène. Voilà ce que je voulais essayer de montrer. Peut-être on pourrait juste... comment faire? Parce que parfois, on n'y arrive plus. On est dans la spirale de la négativité et du désespoir. Comment faire quand on est pris par le désespoir? Comment on fait quand on est pris par une trop grande peur ou trop d'angoisse Et là, je crois qu'il faut vraiment réussir à entendre que... alors là, c'est comment faire pour maintenir le rapport à l'espoir. Et là, c'est d'entendre que ce qui est difficile et douloureux n'est jamais là uniquement contre nous. Mais les émotions qui nous traversent sont toujours au fond quand même des alliés. Et ce n'est pas évident à entendre, parce que quand on est triste, on a l'impression qu'on est faible parce qu'on est triste. Et en réalité, si on est triste, c'est qu'on a la capacité que quelque chose vient nous dire quelque chose. Là, toute émotion est une parole. Et parce que toute émotion est une parole, toute émotion, si on l'écoute, devient une alliée. Mais nous avons perdu l'idée que les émotions sont des alliés. Nous sommes prisonniers de l'idée atroce, qui plombe énormément notre monde, qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et au fond, tout ce dont je parle, c'est la meilleure manière de ne jamais être serein, c'est de positiver. Parce que si vous positivez, vous entrez jamais en rapport à ce qui est difficile, donc rien ne se passe. Vous perdez la capacité de transformer les situations, vous vous appauvrissez, vous perdez courage, vous perdez l'allant, vous perdez votre vitalité. Donc le point là, c'est vraiment... c'est difficile, bien sûr. Certaines émotions, certains moments sont difficiles. Mais il y a quelque chose qui se dit et qui est là pour nous appeler à un mouvement, à une transformation. Aucune émotion n'est là statiquement pour toujours. Toute émotion... C'est vrai, moi, je pense qu'on fait même une erreur en français en disant « je suis triste ». Non, la tristesse vient me visiter, la tristesse vient me traverser. Quand vous dites « je suis triste », non, vous n'êtes pas triste, vous êtes vous. Mais il y a là la tristesse qui est là. Et tout l'enjeu, c'est ni on la nie, ni on la met sous le tapis, ni on fait semblant qu'elle n'est pas là. Ça, si vous faites ça, c'est Hansel et Gretel qui vont être bouffés par la sorcière. Soit, en général, on se laisse emporter. On se laisse emporter par la peur, l'angoisse, le chagrin. On est embourbé dedans et on est comme coupé de notre humanité. Et donc l'espoir ici, c'est que c'est travaillable, que rien n'est statique, qu'on est toujours pris par un mouvement, que le chaos donne naissance à une étoile. L'espoir, vous voyez, c'est garder ici à nouveau la dimension du possible, hors de toute prévision. C'est faire confiance dans le cycle de la vie, dans le mouvement de la vie. Et au fond, on voit bien, la sérénité ici, c'est pas que tout aille bien, c'est d'entrer dans le mouvement, de faire confiance au mouvement. Et donc la sérénité a beaucoup à voir avec, au fond, le fait de trouver ce mouvement profond de l'existence qui est aussi un rapport à l'espoir. Et on voit bien que la crise qui entraîne une immobilité, c'est ça le désespoir. Et il y a aussi une crise qui à un moment, libère quelque chose, donne des ailes. Et c'est ça qu'il faut essayer de préserver, de laisser possible.
et on retrouve ce que j'ai beaucoup dit dans la première rencontre, que ce qui est au cœur de ce que j'essaye de montrer dans ce livre pour aider, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, c'est que ce qui nous plombe, c'est le modèle statique. Il faudrait tout de suite être calme. Il faudrait ne pas avoir peur. Il faudrait... Ça, c'est extrêmement plombant, extrêmement culpabilisateur. Et qu'au contraire, ce qu'il faut apprendre, c'est comment, s'il y a une sérénité, c'est une sérénité qui accepte le mouvement. Hein, on pourrait dire qu'il y a une sagesse statique. Je suis calme, je suis zen, je suis dans le détachement, je contrôle tout. Et puis, il y a une autre forme de sagesse, celle que j'essaye de penser. Je pense celle dont nous avons besoin, celle qui est pour l'instant encore celle dont on ne parle pas encore assez, qui est une autre forme de sagesse, qui est une sagesse dans laquelle on est en mouvement. Et l'espoir, dont j'essaye de dessiner les contours ce soir, l'espoir, c'est une possibilité de laisser quelque chose d'ouvert dans ce qui arrive, de ne pas s'enfermer dans la prospective oui, ne pas se laisser enfermer dans la prospective. Donc voilà un peu comment être serein aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Donc aussi bien ceux qui sont ici à la Maison de la Méditation à Paris que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez me voir et m'entendre grâce à la magie. Donc, est-ce qu'il y a une question ? C'est par rapport à ce que tu disais à la fin. Ça me faisait beaucoup penser, entre autres, mais à l'hypnose de François Roustan, en rapport à une crise existentielle, et comment retrouver le chemin du mouvement de sa vie. Et au fond, je ne l'avais jamais pensé à partir de l'espoir. Et en t'écoutant, je me disais, tout son travail thérapeutique, disons, il a les deux pieds là-dedans, quoi. En quoi ? Dans l'espoir d'impossible, d'une réouverture. C'est sûr, l'espoir, c'est bizarre parce que, à la fois, c'est absolument évident. Chacun d'entre nous, on sait très bien que si on n'a plus d'espoir, c'est vraiment le désespoir. Et c'est intenable. Et en même temps, on n'arrive pas à le tenir, l'espoir. Vous voyez, ça demande beaucoup de... J'ai mis beaucoup de mois à réussir ça demande beaucoup de travail d'arriver à distinguer les choses, à comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et c'est juste l'espoir. Il y a un côté très simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas bien, s'il n'a pas d'espoir, il s'enfonce. Et l'espoir, ça ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer puisque ce n'est pas dans cet ordre-là. Mais on le ressent, on le réenvisage parce que quelque chose du mouvement de la vie revient. Il y a quelque chose comme ça du mouvement de la vie. Et c'est sans doute ça pourquoi tu penses ici à François Roustan. Mais c'est un peu déconcertant, ta remarque, parce qu'il ne parle pas de ça du tout, François Roustan, à ma connaissance. Mais en même temps, c'est juste. Savoir attendre, qui est le titre d'un de ses livres, on pourrait dire Savoir attendre,
c'est une modalité de l'espoir. Ce serait intéressant d'arriver à penser ça, parce que savoir attendre, c'est ça, c'est laisser le possible nous travailler. Et c'est très juste, il y a ça dans la dimension de l'espoir. C'est est-ce que je peux laisser le possible travailler en moi? Et donc l'espoir n'est pas tant une conviction que je dois avoir, un effort que je dois faire pour avoir l'espoir, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt sentir que ce qui vient est un allié et le laisser œuvrer en nous. Et donc c'est assez déconcertant. Il y a quelque chose de déconcertant. Et là, c'est très paradoxal. Rien de plus simple que l'espoir, tout le monde comprend, et quand on essaye de le penser, c'est quand même pas si facile que ça. Et pourtant, c'est très très important, parce que si on ne fait pas l'effort de penser l'espoir aujourd'hui, on nous en prive. Et donc, ça, c'est une aliénation extrêmement profonde de notre temps. On nous encourage, on est comme quasiment, on vit dans un temps, on respire une atmosphère dans laquelle ça devient même obscène de parler de l'espoir. Et ça, c'est très étrange. C'est très étrange. L'espoir est devenu obscène. Il y a une sorte de complaisance dans une sorte de nihilisme. Et en même temps, c'est très étrange. Il y a ça d'un côté, et en même temps, ce discours positif, il faut positiver, il faut être... c'est très difficile. C'est très étrange. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux? Peut-être on prend une... Ah oui, on prend une question, après on prendra elle. Bonsoir. Je voulais savoir, dans ce que tu viens de dire, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose à voir entre l'espoir et puis Oui, pardon, je vais enlever le masque. C'est compliqué. Voilà. Si l'espoir n'a pas à voir avec le dire oui dont tu parles à d'autres occasions, je dis ça parce que dans mon expérience de vie du moment et dans mon milieu professionnel, je suis, comme beaucoup de gens, constamment aux prises avec ce discours qui est un discours de négativité permanente. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et dans le milieu du travail, ça devient quelque chose d'épouvantable. Et hier, en réunion de travail, je travaillais dans l'action sociale au niveau Paris, pas de la ville de Paris. J'avais des collègues qui me disaient « mais on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire là ». Et ça m'a mis en colère, cette espèce de non. Et j'ai vraiment eu, au fond de moi, l'envie de dire « si on peut le faire, mais bien sûr qu'on peut le faire, ne dites pas qu'on ne peut pas, etc. » Et j'ai senti comme quelque chose d'une nécessité de dire « oui », mais enraciné dans une conviction, enraciné dans la réalité, pas le rêve dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, je me dis que finalement, l'espoir, ça a peut-être à voir, lorsque tout est de l'ordre du non, avoir le courage, au fond de soi, de dire si, oui, quelque chose comme ça. Ouais, moi j'entends aussi dans ce que tu dis, que je trouve très très important, qui me réjouit au plus haut point, c'est que la méditation nous permet de nous mettre en colère. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'au fond, ce que tu décris, c'est que pour que l'homme se fixe un but, pour que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance, souvent il faut qu'il se mette en colère contre, une sorte de fatalité, d'abandonnement et l'espoir. Moi je dirais pas c'est un oui, mais c'est un non. C'est à la fois un oui, mais oui on peut, et non, vous racontez n'importe quoi. Et là c'est pour ça que c'est de l'espoir, c'est-à-dire toutes les raisons que vous donnez sont peut-être justes, mais vous avez tort, parce que vous attaquez quelque chose de fondamental de l'humanité et que ça n'est pas possible. Et donc, je m'en fous de vos raisons d'un certain point de vue, parce que vos raisons sont étriquées. Et vous avez peut-être raison rationnellement, mais vous avez complètement tort du point de vue de la raison. Et il y a une opposition entre une rationalité absurde et la raison. Et donc, l'espoir, c'est un oui et un non. Et ça me semble extrêmement sain. Donc, j'aime beaucoup ta remarque, parce que
J'en ai tellement, je dois dire, j'en ai tellement marre de cette positivité. Parce qu'un côté, il y a la négativité qui nous plombe, et de l'autre, il y a cette positivité niaise. Et donc, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est ça que je trouve c'est bien. Tu as les deux à la fois. Du plus profond de moi, je ne peux pas accepter ça. C'est ça que dit au fond Luther. C'est peut-être la fin du monde, mais je m'en fous. Je plante un arbre. Je fais le geste le plus digne, et peut-être ça va quand même, et peut-être ça va peut-être arrêter la fin du monde, parce que j'ai fait ça. Et peut-être ça ne va pas le faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas baissé les bras, je serais resté un être humain jusqu'au bout. Et c'est ça l'espoir. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et renoncer à l'espoir comme on veut nous y inviter, et je pense que ton exemple est très bon, on nous dit le temps, mais non, c'est comme ci, c'est comme ça, puis c'est très à la mode le catastrophisme, on ne se rend pas compte que c'est peut-être rationnel, mais c'est une atteinte à la raison. Et ça, c'est très abyssal. On va donner... mais merci, ça c'est... Vos questions m'aident à... Bonsoir Fabrice. On a une question sur ta page Facebook de Lily qui demande comment faire pour que cet arbre que l'on plante et cette attente ne reste pas uniquement mentale. Ah bon, Quid du corps et du cœur? Du quoi? Du cœur et du corps. En réalité, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas. Ça reste pas mental. Il plante un arbre. Il ne se dit pas je vais planter un arbre. Il plante un arbre. Donc c'est ça l'espoir. C'est pas l'espoir, c'est maintenir le possible. Ça change absolument tout. C'est-à-dire s'il y a de l'espoir, la tonalité dans laquelle vous êtes, elle change. Et là, on voit avec l'autre exemple qu'on vient d'évoquer que l'espoir en ouvrant le possible est déjà action. Si vous avez une sorte d'espérance que quelque chose va se passer, ce n'est pas ce dont je parle. Moi, l'espoir, c'est que vous ne laissez pas la porte se fermer, vous laissez la porte ouverte pour... Et donc tous les exemples que j'ai donnés sont des gestes d'action, c'est-à-dire vous plantez un arbre, vous mettez la sorcière dans le four, vous vous taillez, vous piquez une colère en disant non, on peut quand même. Et donc l'espoir, puisqu'il n'y a plus de possible, donc on est au fond du trou. Et quand il y a de l'espoir, on n'est plus au fond du trou. Et donc ce dont je parle, c'est uniquement ce dont je parle, c'est moi je crois profondément à l'action. Je médite parce que je crois en l'action. C'est parce que je crois moi-même dans la thérapie de l'action. Je crois que ce qui compte, c'est entrer en rapport au réel, faire des choses dans le réel. Je crois que c'est ça qui aide quelqu'un. Comme je raconte souvent, je ne crois pas qu'on peut apprendre à nager sur son tabouret. Je crois que quiconque veut apprendre à nager est obligé d'aller dans l'eau. Et franchement, la première fois qu'on vous a mis dans l'eau pour nager, ça fout les jetons. Et on s'est tous demandé comment c'est possible de réussir à ne pas couler dans l'eau. Et c'est ça la vie. Et c'est ça être serein. Et là, on est en train de nous raconter qu'être serein, c'est de rester sur son tabouret. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça. Donc c'est ça que je parle d'action. Et c'est ça qui est en train de se passer. Je raconte dans mon livre que pas très loin de chez moi, il y avait un endroit où les gens faisaient du skateboard et on a mis des plots pour arrêter pour pas qu'ils se blessent et qu'ils fassent plus de skateboard. Soi-disant pour que tout le monde aille bien. Ça, c'est cette sorte de positivité. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes qui faisaient du skateboard et qui risquent de se blesser? Ils vont plus se blesser. Ils vont rester chez eux à regarder les jeux vidéo toute la journée. C'est juste insensé. Donc on est en train de... Cette volonté de sécurité à tout prix, à un moment, devient juste... tue la vie. Et là, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses moi, qui me hantent. C'est un peu un autre sujet, mais ça me hante beaucoup. Peut-être j'en ai déjà parlé, mais... On est en train de sacrifier une génération parce qu'on est la première génération d'enfants qui ne seront pas montés dans les arbres, qui n'auront pas couru dans les cours d'eau. Et au fond, le message qu'on leur dit, ah, c'est pas bien de jouer dans les jeux vidéo, mais le message qu'on dit, c'est jouer dans les jeux vidéo dans votre chambre parce que là, au moins, on est sûr qu'il ne se passera rien. Mais c'est en montant aux arbres et en se cassant la figure qu'on apprend quelque chose.
Et heureusement, quand Hansel et Gretel, ils ont été prisonniers de la sorcière, sinon ils seraient des enfants. Maintenant, ils sont devenus des adultes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment... Je ne me suis engagé dans la méditation que parce que je crois dans l'action. Il y a une autre question ? Il y a une deuxième question de Carole sur la page YouTube. Donc Carole, elle demande comment parler d'espoir à des jeunes de 20 ans déprimés par l'inaction face à la crise écologique. C'est ça, je pense que ce qu'il faut réussir à faire, moi je ne peux pas savoir comment il faut faire parce que je ne crois pas dans des règles. Et donc la seule manière de parler à quelqu'un, c'est de parler à quelqu'un. Et par où? En parlant à quelqu'un, donc à un jeune en particulier, par où on touche le fait qu'il y a du possible pour lui. Et que on peut... C'est ça l'histoire de Luther. Alors je dirais, l'histoire de Luther, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire, malgré tout, qui fait que peut-être ça ne servira à rien, mais que toi, tu auras fait quelque chose qui déploie ton humanité. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je crois que c'est... Il ne faut pas rentrer dans la logique. C'est-à-dire, l'idée qu'on a habituellement, c'est voilà les bonnes raisons qu'on a d'espérer. Et je pense qu'on est perdu, qu'il faut maintenir un autre ordre, qui est l'ordre irrationnel et pourtant tellement raisonnable du possible. Et qu'il faut apprendre aux gens ça. C'est ça qui est important, c'est ça être humain. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que si on agit que parce qu'on est sûr que ça marche, on n'est plus dans l'ordre humain de l'éthique. L'éthique, on ne sait jamais si ça marche. Et aujourd'hui, pour un jeune, est-ce que ça va marcher? Mais pour un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça va marcher? Là, rétrospectivement, on dit, ben oui, ils avaient raison, ils ont battu le nazisme, mais quand ils s'y sont engagés, est-ce qu'ils avaient eu la moindre chance de s'en sortir contre le... Donc, et l'opposition à la guerre d'Algérie ou à la guerre du Vietnam. Donc, on ne sait jamais. L'idée qu'on agit que si on sait, ça vient de la démesure insensée de notre monde, qui nous éduque depuis l'enfance à cette forme, il faut tout gérer. Et même la méditation est là pour gérer notre stress. Et donc là, c'est complètement foutu. La méditation pour gérer son stress, c'est exactement la même barbarie. Il faut méditer pour préserver la possibilité d'attendre pour rien. Et là, vous êtes humain. Tandis que gérer votre stress, vous êtes encore plus inhumain et donc vous êtes encore plus mal. C'est très fort de parler d'espoir, c'est très secouant. On touche quelque chose de très intense. C'est très... En tout cas, pour ma part, c'est le sujet que je trouve, un des sujets que je trouve les plus bouleversants. Parce que on sent là qu'il y a quelque chose de très... qui va vraiment à rebrousse-poil d'une atmosphère qu'on respire. Il y a quelque chose que je voulais... Oui, il y a quelque chose que je voulais clarifier, c'est par rapport aux émotions, quand tu dis qu'elles nous parlent. Oui. Moi, j'entends ça, mais je voulais juste savoir la direction, enfin le mouvement vers lequel elles nous amènent, il n'est pas précis. Enfin, il y a pas de, on peut pas dire à droite ou à gauche. Bah, ça dépend. On a eu un rendez-vous avec quelqu'un. On était très contents. On sort du rendez-vous, on sent qu'on n'est pas bien. L'émotion, elle dit quelque chose, là. Mais dans notre tête, ça se passe bien, mais là, ça nous dit non. Donc ça dit non. Mais là, l'automne arrive, on peut se sentir triste. Et la tristesse, elle nous dit que c'est l'automne. C'est normal d'avoir un peu de blues quand les jours raccourcissent. Il y a un cycle des saisons. Donc, il faisait très beau, là il pleut. Il y a quelque chose de triste. Donc les émotions, elles disent toujours quelque chose.
Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre des fois ce qu'elles veulent nous dire? Est-ce que Parfois, il y a une émotion qui revient et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut nous dire. c'est pas... Moi, je ne dis pas ce que j'ai dit pour vous dire, il faut à chaque fois que vous entendiez ce qu'elles disent. Mais se dire qu'une émotion nous dit quelque chose, c'est sortir de l'erreur fondamentale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'il y a des émotions positives qu'il faut cultiver et des émotions négatives qu'il ne faut pas cultiver. Et ça, c'est quand même... moi, je trouve que ça, c'est extrêmement égarant. Je trouve que c'est pas du tout... Il y a des tristesses qui sont salvateurs. Il y a des colères qui sont fantastiques. Et il y a des joies qui sont complètement crétines. Donc l'idée que la joie, c'est bien, que le chagrin, c'est pas bien, c'est... Non. C'est un changement... Disons, le déplacement que je t'invite à faire, c'est pas de se dire est-ce que je vais réussir à entendre chaque émotion. C'est réussir à sortir de l'idée, il y a des émotions positives et négatives. Les émotions, c'est bien ou c'est mal. Les émotions, si je les sens trop fort, c'est que je suis faible. J'ai honte que toute émotion qu'on sent, elle a quelque chose à nous dire, et que si j'entends une émotion, un grand chagrin, une grande tristesse, c'est que je suis un être humain. Comme je dis dans mon livre, je ne suis pas un robot. Mais dans notre modèle, dans le modèle qui est présenté, au fond, on serait en faute d'être triste. On serait en faute d'être en colère. C'est très étrange. Nous avons perdu un peu de bon sens envers le rapport aux émotions, ce qui nous rend extrêmement impuissants. Qu'est-ce qu'il y a comme... Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Vous avez des questions aussi ? J'ai beaucoup aimé les illustrations avec Hansel et Gretel. Et avec... Quel est ton prénom ? Mon prénom, c'est Pierre. Bonjour, je viens pour la première fois en tant que membre. Bienvenue. J'ai beaucoup aimé les illustrations avec Hansel et Gretel et les citations de Nietzsche, qui était aussi un grand amateur du concept du amor fati. Et je me posais la question par rapport à l'espoir, comment est-ce qu'on conjugue l'amor fati, l'acceptation radicale de ce qui est, ce qui était et finalement ce qui sera, et l'espoir, le fait d'espérer même l'inespéré. Donc, il y a... ce qu'essaye de penser Nietzsche, c'est comment... ce qu'il essaye de réussir à... C'est qu'il voit comment l'homme occidental, d'après lui, est en train d'être pris par une rage contre ce qui est. Il est ce qui est. Donc il est les animaux, il les détruit, il les met dans des camps, il détruit les fleuves, il détruit la terre, il détruit les êtres humains pour en faire une puissance de travail qu'on doit utiliser. Et donc là, il y a quelque chose comme une forme de ressentiment, pour reprendre le mot exact qu'il emploie lui, mais une sorte de rage, de ressentiment contre la réalité. Et donc, ce qu'il essaye de dire, c'est comment on sort du ressentiment, comment on peut arrêter cette sorte de violence contre la réalité, pouvoir s'ouvrir à la réalité. Donc ça, c'est... Et donc après, ça devient une sorte d'hypothèse... une hypothèse de travail, c'est-à-dire même si ce que je vis est difficile, il faut que je puisse lui dire oui, même si ce que je vis de difficile revient inlassablement dans une sorte d'éternel retour, il faut que je puisse dire oui pour me libérer vraiment du ressentiment et être et arrêter de pleurnicher. Et donc au fond, c'est comment pense, c'est une sorte d'hypothèse de travail pour essayer de voir en soi-même est-ce que je peux arrêter de pleurnicher. Voilà, c'est ça. Au fond, Nietzsche essaye de dire est-ce qu'on peut arrêter de pleurnicher. Et arrêter de pleurnicher, donc ça veut dire arrêter de se plaindre, arrêter. Et en faisant ça, quelque chose s'ouvre. C'est ça l'espoir. C'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre.
Et ça se comprend si on entend que l'espoir n'est pas ni une construction pour l'avenir, ni une rêverie. C'est-à-dire une rêverie qui échappe, j'échappe à ce qui est, en disant bon ben demain ça va aller bien. Bon là je suis nul, je réussis rien à faire, mais je veux écrire un livre, je n'essaie pas d'écrire, mais je vais réussir demain. Donc ça c'est évidemment, là il a absolument raison Nietzsche. Là c'est ne plus être en rapport à la réalité. Ça ne résout pas le problème. Je n'ai pas réussi à aimer assez la vie en faisant ça. Et au fond, c'est ça. C'est comment je peux arriver à entrer dans un amour profond de la vie, malgré la dimension tragique. Et donc, je surmonte mon ressentiment, ma colère, contre la vie. Je fais une parenthèse. La colère dont on a parlé tout à l'heure, c'est une colère pour la vie. Il y a la colère contre la vie et la colère pour la vie. C'est ça que c'est tellement bête de dire il y a des émotions positives et négatives. Il y a des émotions qui favorisent la vie et des émotions qui la nécrosent. Et être en colère, ça peut être pour la vie. Et là, Nietzsche, il montre une colère qui est contre la vie. Parce qu'elle refuse quelque chose. Mais c'est pas... Voilà. Et donc, l'espoir n'est ni une rêverie, ni une construction mentale qui est aussi une peur de l'existence. Au fond, c'est très simple. L'espoir repose sur sortir de la peur de la vie. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Peut-être je réponds encore à une question. Une question là. Merci beaucoup. Je m'appelle Benjamin. Oui, ok. Moi, j'ai vécu dans ma vie des moments de dépression et vraiment de désespoir. Et je vois très bien ce que c'est que perdre l'espoir et parfois le retrouver, même au moment de très difficile. Et je dirais ce qui me marque le plus, ce qui parfois m'a aidé à, comme des lumières, c'est des phrases un peu telles que celles de Luther, où je trouve que c'est l'humour qui fait toute la différence en fait. C'est vrai. L'humour nous parle directement, nous redonne, nous communique, nous redonne l'espoir en fait. C'est une sorte de communication comme ça me fait penser à Bergson aussi qui dit qu'on arrive à rire et à communiquer l'humour avec les gens si on arrive à partager quelque chose de profond avec quelqu'un d'autre. Et donc je pense que pour comment redonner espoir, je trouve que ça passe beaucoup par l'humour quand on arrive à être tellement... personnellement, c'est beaucoup Jack Kornfield que je trouve qui a beaucoup d'humour, qui est un moine bouddhiste américain, qui parle de choses essentielles et c'est tellement simple que ça fait tout de suite sourire, ça fait tout de suite ça redonne de l'espoir. Oui, ce qui est d'abord, première chose, quand on a connu le désespoir, on comprend très bien que tout ce qu'on raconte, c'est des conneries. Parce que quand on a vécu le désespoir, on sait très bien que si on n'a pas d'espoir, c'est la catastrophe. Ouais. Donc tout ce discours, c'est des gens qui... Voilà, le discours actuel, on a l'impression que les gens ne vivent pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a besoin d'espoir. Donc déjà, ça, c'est déjà une première chose qui déjà... parce que c'est devenu vraiment... Déjà, il faut repartir de ça. Ça semble impudique de parler de l'espoir. Ou grossier, ou naïf, ou... Et après, la question, c'est comment on réouvre la dimension du possible quand on ne la voit pas. C'est ça. Et ça se réouvre évidemment pas par la conviction, puisque c'est un autre ordre. Et c'est un ordre inhérent à l'existence humaine. C'est ça qui est le paradoxe. C'est l'espoir est inhérent à l'existence humaine. Un être humain est là en tant qu'il reste ouvert à l'inconnu, au futur, à l'inconnu. Juste une parenthèse, c'est pour ça que je ne suis pas du tout à l'aise avec la mode de l'instant présent. Je trouve, c'est pas idiot l'instant présent, mais
Ça ne suffit pas quand on est au fond du trou, c'est bien l'instant présent, mais il faut que quelque chose se réouvre, qu'il y ait une possibilité, qu'un désir dessine quelque chose. Et comment on pointe ça à quelqu'un? C'est illogique. Donc l'humour est une très bonne manière. C'est pas la seule, mais l'humour, évidemment, réussit là où on peut pas réussir, parce qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un. Ça peut être l'humour, ça peut être l'amour, ça peut être la tendresse. Mais évidemment, ça ne peut passer que par un biais qui est profondément humain, mais qui échappe à l'enfer logique auquel on est restreint. Donc évidemment, l'humour... Voilà, je propose de clore pour aujourd'hui, mais ne soyez pas tristes si vous avez d'autres questions, car nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le 3e épisode de notre série qui en contient 4, où nous continuerons l'exploration de certains thèmes de comment rester serein quand tout s'effondre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.